En séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie. Le 17 mars 2008, Bernard Bourgeois, philosophe, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, a prononcé une communication intitulée « Hegel et le droit » devant ses confrères de l'Académie. Écoutons la retransmission de sa communication. Retrouvons Bernard Bourgeois en salle des séances. J'ai grand peur de caricaturer Hegel en 35 ou 40 minutes, mais surtout de vous ennuyer. C'est pourquoi je vais me placer, si vous le permettez, tout de suite sous votre protection et sous votre autorité, j'entends intellectuelle, en rappelant ceci. Vous m'avez dit autrefois, et d'ailleurs vous avez rappelé également la chose il y a quelques semaines à notre académie, devant notre académie, dans la salle voisine, qu'à vos yeux, l'ouvrage d'Alexandre Kojève, Esquisse d'une phénoménologie du droit, était le plus grand texte sur le droit produit par tout le XXe siècle. Je crois qu'il l'est, en effet, et quelle que soit sa vérité, par son ampleur, par sa radicalité, et puis, c'était toujours comme ça chez Kojève, par sa fulgurance. Mais vous savez aussi que le même Kojève, qui va m'accompagner encore quelques instants, le même Kojève tenait pour le plus grand de tous les philosophes, et dans tous les temps, qu'il tenait pour celui qu'il appelait la plus grande vedette de toute l'histoire de la pensée universelle, celui dont son inspirateur, aussi dans le livre que je viens de citer, il s'agit de Hegel, celui dont Hegel n'avait été pour lui que le satellite. Et cet astre philosophant dont Hegel aurait été le satellite, c'était Emmanuel Kant. Hegel, satellite de Kant. Tout comme pour compléter dans le quatuor philosophant suprême de l'humanité le couple moderne, Kant-Hegel, par le couple antique, Aristote fut le satellite de Platon. Les astres philosophants, en Platon et en Kant, bouleversent, révolutionnent le monde réel par la lumière nouvelle qu'ils répandent sur lui, dont ils l'enveloppent en l'idéalisant, c'est-à-dire, au fond, en niant sa réalité. Alors, les satellites, leurs satellites, Aristote et Hegel, sont plus modestes. Ils sont moins hautains, ils font davantage la part des choses, ils tempèrent par leur réalisme prudent, attentif aux situations singulières, l'idéalisme universalisant est comme tel critique, dont les astres de la pensée frappent ces situations particulières. Et je crois qu'on pourrait le vérifier en ajoutant encore un couple, en intercalant entre le couple antique, Platon-Aristote, et le couple moderne, Kant-Hegel, on pourrait intercaler encore un autre couple semblable, le couple Descartes-Leibniz. Descartes, le cavalier conquérant. Leibniz, l'administrateur conciliant, le diplomate œcuménique. Mais l'évocation de Leibniz comme moyen terme de la grande séquence réaliste, Aristote et Hegel, cette évocation ne peut que m'inciter, car Leibniz fut non seulement philosophe, mais un juriste de profession, cela ne peut que m'inciter à spécifier le sens de la différence fondamentale qui affecte la position ou la posture du philosophe à l'égard du réel, en la concentrant, cette différence, dans le domaine du droit, et je m'approche, Monsieur le Président, de mon sujet. Ce domaine du droit
Et je crois que c'est là sa particularité, et même sa singularité. Ce domaine du droit ne peut pas ne pas appeler la philosophie. Il ne peut pas ne pas appeler la philosophie en sa divergence ou en ce partage d'elle-même entre idéalisme et réalisme. Car le droit, ainsi que Leibniz justement le définissait, c'est un pouvoir moral, c'est une puissance morale, identifiant en tant que telle ces différences ou ces opposés que sont d'un côté la puissance, l'efficience, la causalité, la nécessité qui est caractéristique de tout ce qui a une réalité, et de l'autre côté, l'idéalité essentielle à ce qui est moral, la normativité, l'obligation. Ce mixte qu'est le droit, cette intimité des opposés qui le constitue, c'est sa contradiction essentielle, native et, je crois, définitive. Le droit, lui dont la destination est d'égaliser, de concilier en son actualisation juste les différends, les conflits, les contradictions. Le droit n'est, lui, qu'en assumant et à jamais sa contradiction essentielle, et dans sa théorie, et dans sa pratique de lui-même, et chez le philosophe, et d'abord chez le juriste. Assumer cette contradiction, non pas la supprimer soit dans un droit moral dont l'idéalité absolutisée détruirait fanatiquement le réel, soit dans un droit sociopolitique dont le réalisme chasserait toute idéalité, c'est-à-dire, en l'un et l'autre cas, dans la suppression même du droit, qui n'est ni seulement idéal, ni seulement réel. D'un côté, première suppression, le fanatisme idéaliste, Robespierre, que Hegel rapprochait d'ailleurs curieusement de Mahomet. De l'autre, pour m'en tenir au plus noble et grand représentant de ce courant, de l'autre, Auguste Comte, qui, au nom des devoirs sociaux, raye de son catéchisme le terme même de droit. Il n'y a pas de penseur chez lequel le droit soit aussi absent. Et par ailleurs, également, Marx, qui, dans ses droits réels, on l'a bien vu dans sa postérité pratique, nie la réalité même du droit. Nier les droits formels, c'est nier effectivement le droit. Une telle suppression du droit par ces deux extrémismes, idéalistes ou réalistes, une telle suppression du droit serait aussi, au demeurant, leurs sorts sont liés, la suppression de la philosophie. Celle-ci est bien plutôt appelée par un droit qui veut simplement maîtriser, contenir, gérer sa contradiction afin d'accomplir sa destination et qui alors, par cette contradiction, est amené à réfléchir sur lui. Et c'est en cela qu'il se fait philosophe. La philosophie du droit le fait alors se comprendre et pratiquer selon l'alternative de sa version idéaliste et de sa version réaliste, mais l'une et l'autre, parce qu'elle parle du droit, comporte toujours à la fois un moment idéaliste et un moment réaliste. La première version idéaliste soumet, j'insiste sur ce terme, soumet la réalité plurielle des choses à l'universalité ou à l'universalité idéale du droit comme au principe qui la commande. Et alors, on a Platon et Kant. Descartes, lui, se gardant d'ébranler les grands corps juridiques par sa critique. Alors, il n'en parle pas. Dans la seconde version réaliste, la totalité réelle intègre, il n'y a plus de soumission, une intégration. Elle intègre à elle l'idéalité du droit,
non pas comme son principe, mais comme sa base seulement, comme la base qu'il apporte, mais une base qu'elle relativise et qu'elle dépasse, et alors on a Aristote, Leibniz et Hegel. Je me propose d'examiner dans son orientation générale, que j'ai essayé de situer dans la problématique globale du rapport entre le droit et la philosophie, le traitement par Hegel de la question du droit, toujours en question dans lui-même en raison de sa contradiction, que le philosophe s'emploie à maîtriser sans se contredire lui-même, c'est-à-dire sans ajouter à un deuxième niveau, le sien. Cette contradiction à la première, celle du droit, une contradiction qu'il ne ferait alors que redoubler et qu'aggraver. Alors j'évoquerai d'abord la conception que Hegel se fait de l'être du droit ou de son statut à travers son ancrage sociopolitique. Puis j'examinerai la manière dont Hegel envisage l'acte du droit, son actualisation, son exercice à travers sa réalisation juste et judiciaire de lui-même. Dans ces deux moments, et pour mieux faire ressortir le sens et la portée de l'apport de Hegel sur le droit, je renverrai en amont vers le grand interlocuteur kantien de Hegel et en aval vers nous-mêmes qui pouvons encore, je le crois, avoir aujourd'hui Hegel pour interlocuteur précieux dans notre embarras à penser et à réaliser le droit actuellement. Les deux plus grandes philosophies modernes du droit, celle de Kant et de Hegel, le libèrent de son lien traditionnel avec la nature, le cosmos, ou la surnature, Dieu, dont l'homme tient son être reçu et qui détermine ou limite son agir, son interagir, qui est alors orienté par la sensation ou le sentiment, puisque l'homme est passif ici, et qui est orienté par la sensation ou le sentiment vers un bonheur et un bien qui l'intéresse. Le droit n'est plus, à partir de Kant, il n'est plus, comme le disait Leibniz, et comme le pensait encore tout le XVIIIe siècle, même à travers son représentant paradoxal Rousseau, il n'est plus le pouvoir de faire ce qui est juste, en tant que ce juste est le publiquement utile, Leibniz ne fait que répéter cela, en tant que c'est le publiquement utile, donc désirable, et par là mobilisant et déterminant les hommes. Kant et Hegel encadrent la prise de conscience par l'homme qu'il est lui-même. Un soi réfléchi seulement et par là autarciquement en lui-même, dans sa volonté, capable de s'arracher à toute détermination ou motivation donnée, subie, héritée, et de s'autodéterminer comme vouloir radicalement libre, en chacun à l'égal de tout autre homme. L'affirmation à portée ainsi universelle d'un tel soi libre, c'est la personne, en chaque individu humain, se réalise alors dans le monde pour autant que celui-ci est fait non seulement techniquement, non seulement humainement, mais aussi humainement, spirituellement, par la reconnaissance mutuelle garantie des libertés, et pour chacune de celles-ci, un monde qui pour elle, pour chacune, est un monde sien, ce qu'elle a en propre. Une telle réalisation extérieure, dira Kant, objective, dira Hegel, de la liberté alors garantie par la force, par l'accord des libertés, la force des libertés accordées entre elles, c'est le droit. Le droit est ainsi défini dans son nouveau principe comme la liberté qui se donne la force d'exister. Il est tel à travers une sorte d'argument ontologique pratique, faisant du droit ce dont l'essence enveloppe l'existence. Mais un argument ontologique pratique qui est appliqué à l'esprit fini, à l'esprit humain, qui est comme tel, même dans sa communauté, un esprit divisé en lui-même. Le droit
avoue de la sorte sa contradiction essentielle au cœur de son nouveau principe, la liberté. La liberté, en tant qu'elle assure le droit, peut en effet forcer la liberté en tant qu'elle est assurée par lui. Or, la gestion de cette contradiction spécifique à la conception et à la pratique moderne du droit, la gestion d'une telle contradiction dépend du sens même et plus précisément du statut même qui est assigné à la liberté au sein de l'existence humaine et donc du statut assigné au droit qui doit la réaliser. Alors, je fais un rapide retour à Kant, pour parler, bien sûr, immédiatement après de Hegel surtout. Kant, vous le savez, distingue de façon abrupte le réel, ce qui est naturel, qui est présent en moi dans la sensibilité, de l'idéal, du normatif, de l'impératif catégorique, la raison en sa source, qui m'impose de me penser comme un être en soi libre. Si je me sens obligé, je me sens nécessairement libre, puisque l'obligation, la différence de la nécessité, c'est ce à quoi je peux dire non. Je dois, donc je peux, immédiatement et toujours. En tant que la norme ou la loi qui, universalisante, réunit et fait coexister les individus libres, régit leurs actes et pas seulement leurs intentions. En tant qu'elle régit leur interaction sociale, elle constitue le droit. La liberté réalisée comme droit fondamental se diversifie dans les droits essentiels de l'homme, le droit de propriété, le droit de contracter, etc. Ces droits peuvent être pensés et voulus par tout homme. En tant que raisonnable, il a le sens de l'universel. En tant qu'il veut, dans ce qu'il fait, toujours avoir raison. Mais si le droit n'existe que dans cette actualisation individuelle, privée, comme droit privé, dit alors Kant, son existence est précaire. Sa réalisation dans son être de droit est livrée à l'arbitraire et à la violence. Le droit exige donc comme droit un sujet ou un agent de son exercice qui soit à la mesure de l'interaction sociale des individus, qui soit capable de régler celle-ci. Et telle est la communauté des individus instituée en État. Le droit ainsi public, d'abord par son exercice, est donc le moyen d'assurer l'existence du droit privé, du droit en son noyau de droit. Ses dispositions propres, le droit public par son contenu, le droit constitutionnel, administratif, ces dispositions propres qui régissent sa propre existence comme société, aussi bien civique, politique que civile, car Kant ne distingue pas encore la société civile et l'État. C'est Hegel qui va, reprenant un thème de Ferguson, enfin porter cette distinction sur les fonds baptismaux. Eh bien, ces dispositions propres du droit public expriment la subordination essentielle de l'État au droit lui-même. L'État kantien insère le pouvoir proprement politique, l'exécutif, qui n'est qu'un exécutant, entre les deux pouvoirs qui traduisent politiquement le droit, envisagé en son principe le pouvoir législatif et en sa fin le pouvoir judiciaire. Une telle juridisation de la politique fait fléchir à celle-ci le genou devant le droit en renonçant à tout réalisme simplement opportuniste ou utilitariste. Fiat justitia pereat mundus, que la justice soit dû le monde en périr, car un monde de coquins ne mérite pas d'exister. Voilà pourquoi le droit politique, par lequel seul tout le droit existe, est aussi le droit le plus strict et le plus impitoyable, en sa rigueur suprême. Les crimes contre l'État sont les plus sévèrement châtiés. Il rappelle à l'existence du droit la justification de celui-ci, à savoir que la liberté que le droit réalise ne s'affirme en toute son absoluité qu'à l'écoute de l'impératif catégorique qui retentit d'abord
dans l'intériorité même morale de l'homme. Certes, pour Kant, un peuple de démons calculateurs de leur intérêt en viendrait à se faire républicain, parce qu'au fond, la République, c'est ce qu'il y a de plus utile. Mais le droit que la République accomplit n'existe solidement que s'il existe au moins à la cime de l'État un vrai républicain voulant le droit, la raison pratique pour lui-même, c'est-à-dire un républicain intérieurement moral. Le chef de l'État, au moins, doit être un républicain moral, c'est là, je le crois, un minimum. Il est très significatif que Kant désigne l'ensemble de l'éthique ou de la moralité, d'une part, et du droit, d'autre part, par le terme même de morale. La morale chez Kant, dit morale, ce n'est pas simplement la moralité, mais aussi le droit. Et cela marque bien par là que si Kant distingue la moralité et le droit, l'ultime fondement du droit est pour lui un fondement moral, éthique, qui impose par son intelligence la gestion rigoriste du droit et, à travers lui, de l'État. Il en va tout autrement chez Hegel, qui, non moins significativement, appelle inversement droit l'ensemble de la morale et du droit. La philosophie du droit de Hegel, premier ouvrage à porter ce titre, comprend bien en elle, dans son milieu même, la moralité, qui est intégrée à ce que Hegel appelle le droit. Certes, chez Hegel aussi, le droit et la liberté réalisés, l'esprit objectif, et il parle d'esprit objectif, dans un monde qui est une seconde nature. Mais Hegel élargit le sens de la réalisation de la liberté. Ainsi en fait partie l'existence subjective, intérieure, morale de la liberté, à travers, par exemple, la notion de préméditation, en tant même qu'elle modifie son existence extérieure ou objective. Mais une telle liaison de l'intérieur et de l'extérieur, du subjectif et de l'objectif, de l'esprit et de la nature, implique alors une conception nouvelle de la liberté qui est rendue par là plus immanente à la réalité et non pas suspendue à l'aplomb de l'impératif catégorique. La substitution à la théologie kantienne du Dieu créateur en tant qu'il est législateur, de ce Dieu législateur qui s'adresse aux hommes sans médiateur. Le Christ, pour Kant, n'est que l'homme absolument moral. La substitution à cette théologie kantienne, de la théologie hegelienne du Dieu créateur qui s'incarne et qui s'humanise, se traduit bien dans la substitution à la liberté convoquée d'un coup en sa plénitude par l'impératif catégorique, d'une liberté exigeant au cœur du monde sa réalisation processuelle, progressive, de plus en plus totale. Si être libre pour Hegel, c'est être chez soi dans le monde, une telle existence réconciliée ne s'accomplit que progressivement. La limitation, la négation, la contradiction subsistent d'abord en elle, mais la contradiction se contredit elle-même, car elle est comme telle du néant, alors que l'homme veut être. Le non-être d'un niveau du droit, au sens élargi du terme chez Hegel, fait qu'il ne peut être que porté et sauvé par l'être du niveau plus totalisant, par là plus libre, et constituant donc un droit supérieur. Ainsi, le droit proprement droit, accord extérieur dans l'action, donc contingent du vouloir personnel avec l'université de la loi, cet accord ne peut être restauré parce qu'il se détruit que par le vouloir intérieur moral de cette unité entre la singularité du vouloir et l'universalité de la loi, par le vouloir intérieur moral chez le juge. Mais l'universel n'est nécessairement voulu, par exemple par le juge, que s'il est déjà voulant, que s'il est déjà présent dans l'individu, grâce à l'ancrage natif de cet individu au sein d'une communauté, la communauté familiale, mais plus largement la communauté sociale et plus fondamentalement encore la communauté nationale étatique.
on ne peut vouloir l'universel que si on l'est déjà par participation à lui. Voilà pourquoi le droit politique fait être tous les autres droits. Et d'abord le droit proprement juridique, en les englobant, en les dépassant et par là en les relativisant. On comprend que la philosophie du droit de Hegel est pour sous-titre droit naturel, ça c'était la tradition, et science politique. Mais on comprend, et pour sous-titre droit naturel, donc la tradition, et science de l'État, la novation hegelienne. Mais on comprend moins bien alors si l'objet du droit stricto sensu, le droit proprement droit si je puis dire, est intégré dans l'objet de la politique. Pourquoi leur tout hiérarchiser? Droit proprement droit, droit familial, droit social, droit étatique. Pourquoi leur tout ainsi hiérarchisé s'expose dans ce que Hegel n'a pas appelé une philosophie de l'État, mais une philosophie du droit? Pourquoi désigner l'ensemble qui dépasse le droit proprement droit et le droit abstrait, précisément du nom de ce droit, et non pas du nom du droit qui enveloppe tous les droits, à savoir le droit étatique et politique. Car il est bien vrai que le droit que Hegel désigne comme droit abstrait ou formel, celui de toute personne, sur toute chose et toute personne, quelles que soient leurs si diverses et inégales réalités, ne peut exister que porté par les régulations spécifiques de la sphère plus concrète de la société civile, distinguée par Hegel de l'État, et dont l'universalité, foncièrement libérale, est le lieu tout indiqué de l'administration judiciaire du droit. La justice est pour Hegel une fonction sociale, civile, et non pas une fonction étatique. Elle n'est pas un pouvoir politique. Il n'en reste pas moins pourtant que les conditions de son exercice civil sont fixées par l'État et que son contenu en tant que droit juridique et que droit social est à la fois complété et limité par le droit supérieur qui est celui de l'État. Rien, en effet, dans l'État ne peut se faire sans lui, et son abstraction même, son abstention même, est sans doute l'activité la plus haute, car la plus difficile, de celui que Hegel, l'État, appelait le divin terrestre, image du vrai Dieu, dont l'acte suprême est bien de se sacrifier. Mais justement, au plus loin de tout totalitarisme politique, le droit total de Hegel s'auto-limite en sa force assurée pour faire être tels qu'ils doivent être à leur propre niveau le droit socialisé et d'abord le droit stricto sensu. Il n'est pas leur instrument, absolument pas. Il n'y a pas de soumission du droit de l'État à la société civile. Il n'est pas leur instrument, mais leur garant, aussi éloigné de les dissoudre que de les absolutiser. Et l'État doit veiller à ce que le droit originairement et proprement droit, le droit stricto sensu, demeure sans les ajouts sociopolitiques qui le concrétisent, qu'il demeure lui-même en sa rigueur abstraite. En tant que tel, ce droit constitue non pas le fondement assurément de l'État, un fondement qui est d'ailleurs au-delà de l'État et non pas en deçà de lui-même. Il constitue non pas le fondement de l'État, mais ses fondations, sa base non autosuffisante, mais prioritairement nécessaire, dont la maintenance conditionne la solidité de tout l'édifice qui la limite et la dépasse. Tout le droit lato sensu n'est ce qu'il est que par le droit stricto sensu, et c'est pourquoi l'expression de philosophie du droit est pleinement justifiée par Hegel. Je crois qu'il faut rappeler cette justification. Dans un temps et dans un lieu où l'État semble malheureusement s'égarer en voulant assigner à la justice, qui est une actualisation occasionnelle. Il faut qu'il y ait eu délit ou crime. Actualisation occasionnelle est négative. Elle est réparatrice ou restauratrice du juste. L'État s'égare en voulant faire assigner à la justice
une tâche incombant à ce que Hegel appelle la police, au sens très large du terme, comme activité sociale gérée par l'État, mais en elle-même activité sociale, plus concrète et constante de promotion positive de la sécurité à travers la prévention d'abord et du bien-être des citoyens. Il n'est pas bon de vouloir faire couvrir par la justice une mission et une tâche qui est une tâche de police, et la police pour Hegel est une fonction plus concrète et plus haute que celle de la justice. Il n'est pas bon de vouloir faire couvrir par la justice une tâche de police que l'État n'ose pas présenter comme telle. Le droit est utile, non pas en jouant les utilités, mais en restant le droit. Sa concrétisation hegelienne se fait strictement conditionnée par lui, tel qu'en lui-même. Monsieur le Président, donnez-moi encore une dizaine de minutes pour que je puisse développer le deuxième point beaucoup plus court de ma communication, à savoir, qu'en est-il de la position hegelienne en ce qui concerne non plus l'être ou le statut du droit, mais son actualisation, son exercice à travers notamment la justice. C'est un même trait général qui est vérifié dans l'administration juridictionnelle ou judiciaire du droit, tel que Hegel l'expose comme fonction sociale civile. Je voudrais brièvement l'analyser d'abord quant à la forme, puis quant au contenu de la décision de justice. Rappelons en quelques mots sur le premier point la position kantienne. De même que pour Kant, le législateur, qu'il soit un, l'autocrate, et c'est le meilleur pour Kant, plusieurs, l'aristocratie, ou tous les citoyens, la démocratie, de même que le législateur est le souverain de l'État lui-même. De même, la justice rendue sur lui-même par le peuple des justiciables n'est en son exercice que la pure auto-application de la loi. Un droit qui ne peut être fixé dans une loi, c'est le cas du droit d'équité. Un tel droit ne doit pas se traduire judiciairement. L'expression tribunal de l'équité est pour Kant une expression contradictoire dans les termes. La justice ne doit donc pas dépasser dans et par elle-même la législation qui la commande, et pas plus que le législateur ne doit se faire juge, le juge ne doit se faire législateur dans une jurisprudence alors indûment promue en source du droit. Il ne doit pas prononcer par voie de disposition générale et réglementaire. Ce sont au fond les ennemis de la justice qui brandissent l'expression summum ius summa injuria. Hegel lui aussi exalte la loi, Gesetz, qui est le droit posé, Gesetzt, exposé en des pensées abstraites, comme tel à la fois simple, par là saisissable par tous, et universel, par là applicable partout, donc apte à faire se réaliser le droit. Certes, Hegel sait que la détermination légale abstraite des situations réelles, toujours concrètes, ne peut les égaler qu'en multipliant ces abstractions dans un progrès législatif virtuellement infini, la multiplication des lois risquant de tuer la loi. Il sait aussi que la singularité de chaque cas d'application de la loi requiert du juge, qui doit juger toujours, qu'il assume la contingence nécessaire de sa décision par rapport aux lois, c'est-à-dire le moment jurisprudentiel inévitable de l'acte de justice. Il réintroduit de même dans la justice le moment de l'équité, et il admet, lui, l'existence d'une cour d'équité. Mais comme Aristote et Leibniz, Hegel limite le plus possible l'excès juridictionnel de l'équité et de la jurisprudence relativement à la législation en les soumettant à l'esprit de la législation. Un esprit que fait se créer en synthétisant les lois cet acte de justice alors lui-même juste, qu'est leur codification, le plus grand bienfait offert au peuple, selon l'admirateur du professeur de droit
régnant impérialement à Paris. Cet esprit des lois se réalise lui-même en une sorte de spontanéité juridique, préservant des effets antilégalistes à l'instant évoqué de l'influence judiciaire, en tant qu'il s'ancre dans les institutions sociopolitiques comme celle que créait Napoléon, accomplissant le vœu exprimé auparavant par Saint-Just, pour qui nous avions trop de lois et pas assez d'institutions. C'est donc bien le triomphe de la loi qui, selon Hegel, est assuré par la concrétisation de la justice en la forme de son exercice. Dernier point, la même leçon, me semble-t-il, se dégage de la conception hegelienne du contenu de la décision de justice. Je prendrai ainsi pour finir l'exemple du droit pénal. Repartons, si vous le voulez bien, une dernière fois de Kant, mais dans un propos expéditif, comme expéditif est d'ailleurs le traitement kantien de la sanction pénale. Pour Kant, la peine doit être un mal subi, qualitativement et quantitativement égal au mal infligé criminellement, et cette application stricte de la loi du talion est un impératif catégorique, notamment dans le cas de la peine de mort sanctionnant un meurtre. Kant dénonce comme un pur sophisme la critique que faisait Beccaria de la peine de mort. Il rejette absolument toute considération anti-juridique d'un bien ou d'une amélioration à produire dans le criminel ou chez les autres, par ce criminel puni alors utilisé comme un moyen déshonoré en sa personnalité innée, puisqu'on le traite comme un moyen de sauvegarder la société et les autres, ou de se sauvegarder lui-même. On ne le traite pas comme un être humain, c'est-à-dire libre. Kant est sur ce point d'une rigueur absolue, supposant un peuple ayant décidé de se dissoudre, ne devenant plus rien. Un tel peuple, se dissolvant, ferait injure à l'humanité en violant l'exigence absolue de la raison juridique s'il n'exécutait pas dans sa prison, ça devrait être son dernier acte, mais un acte absolu, s'il n'exécutait pas dans sa prison avant de se séparer son dernier condamné à mort. L'humanisme kantien ne semble pas être, à cet égard, bien sûr, des plus humains. Hegel, qui ne fait pas du droit stricto sensu, et d'abord des droits de l'homme, le principe du droit total sociopolitique, propose une théorie de la peine manifestement plus humaine. L'intégration dans ce droit total du droit, proprement juridique, signifie en effet la prise en compte dans la sanction judiciaire des effets sociopolitiques supposés de celle-ci. Une prise en compte qui, dans le contexte favorable d'une diminution de la dangerosité sociale du crime, en rapport avec le renforcement des institutions sociales et étatiques, incite à la modération des peines. Hegel consent à l'idée de cette modération des peines. Il souhaite en particulier la raréfaction de la peine de mort, sans pour autant rallier Beccaria et son humanisme de l'intérêt. Car il ne fait pas du tout sienne. Il dénonce ce mélange du juste avec autre chose. On peut ne pas vouloir le juste, mais qu'on n'appelle pas juste ce qui n'est pas lui. Il ne fait pas sienne les théories modernes de la peine comme simple moyen de préserver et de promouvoir l'existence de la société et de ses membres par son utilité négative préventive, la dissuasion, ou positive curative, l'amendement. La peine n'est du droit que si elle est d'abord elle-même juste. Et juste, elle ne l'est pas directement comme un second mal, exigé par un premier mal, le crime, qu'elle ne peut effacer réellement. Pourquoi ajouter un second mal à un premier mal? La peine est juste comme annulation réelle de la volonté criminelle qui a annulé le droit, un droit qui, parce qu'il est en soi rationnel, qu'il n'est pas empirique et qu'il n'est pas réel,
impose la peine puisqu'il ne peut pas de toute façon être annulé sensiblement, lui qui est rationnel. Mais cette peine qui consiste à nier la négation du droit et donc à affirmer le droit qui doit être, cette peine, pour Hegel, le criminel se l'impose aussi à lui-même, en tant qu'il est un être raisonnable. Comme raisonnable, en effet, l'homme, cet être qui veut toujours avoir raison de faire ce qu'il fait, qui justifie tout ce qu'il fait, qui fait donc de ce qu'il fait une loi. L'homme agit nécessairement sous le signe de l'universel, donc en érigeant en loi et droit valable sur lui-même, comme sur les autres, la négation d'autrui qu'il opère dans le crime. Dans la peine de représailles, l'homme est traité et il se traite lui-même, il est honoré et il s'honore lui-même comme un homme. Il n'est pas traité comme un moyen de lui-même ou des autres, destiné à s'amender ou à préserver les autres. Il est traité comme libre tel qu'il est tout de suite. Maintenant, c'était une grande idée de Kant et Hegel la reprend. La liberté, on ne doit pas attendre pour la reconnaître en l'homme. Et même si dans l'éducation, il faut libérer l'homme, c'est toujours en considérant qu'il est déjà libre et que par conséquent, l'éducation, pour rigoureuse qu'elle soit, ne doit pas être un simple dressage. La modération utilitaire de la mesure de la peine ne peut ainsi pour Hegel que moduler de façon contingente, parce que le droit stricto sensu est intégré dans le droit plus global, social, etc., moduler, mais non pas annuler la nécessité conservée de la détermination originaire de la peine par le droit stricto sensu. La peine doit être juste, elle ne doit pas d'abord être utile, ou alors on veut autre chose que le droit et on fait assurer par la justice toute autre chose qu'elle-même. En sa cime pénale, la concrétisation hegelienne du droit confirme donc la rigueur du droit abstrait, du droit proprement dit comme sa base, dans l'embrouillement, dans l'embrouillement de la différence rationnellement hiérarchisée des moments du droit global. C'est ce qu'on fait actuellement, on embrouille, on mélange ce qui est de l'ordre du juste et ce qui est de l'ordre de l'utile, on embrouille la justice avec la sécurité sociale. Eh bien, un tel embrouillement compromettrait nécessairement l'existence de tout l'édifice de l'esprit objectif. Monsieur le Président, enfin je conclus. Je conclurai en disant que Hegel, en intégrant le droit proprement et strictement droit, le droit des juristes, comme son moment primaire, je n'ai pas dit prioritaire ou principiel, mais primaire, dans l'existence socio-politico-culturelle, l'a fondé en tant que base à respecter absolument d'un édifice qui pourtant dépasse cette base. Reconnaissance de la justice par l'État qui l'insère pourtant en lui, primat de la législation dans la justice qui excède pourtant la législation, souci prioritaire du juste en sa rigueur dans la pratique humaniste, socialisante, etc. de cette justice. Ce que Hegel a voulu montrer, c'est que l'abstrait, et tel est le droit, comme droit, le droit formel, le vrai droit, l'abstrait est plus solidement fondé quand il ne s'affirme pas immédiatement lui-même, comme Kant le faisait. L'abstrait est plus solidement fondé quand c'est le concret, le total, qui seul véritablement a capacité d'être, seul existe vraiment le tout, qui n'a rien besoin en dehors de lui
pour exister et qui existe donc de soi. L'abstrait est plus solidement concret, plus solidement fondé quand c'est le concret qui le fonde à partir de lui-même, par une sorte de sacrifice par lequel la puissance absolue de l'État consent à ce que la justice, qui est pourtant spirituellement inférieure à lui, puisse s'exercer à son propre niveau en étant elle-même. Le message de la philosophie du droit de Hegel est ainsi celui-ci. La prudence aristotélicienne sauve, mais en l'exigeant tel qu'en lui-même, le courage platonicien. La politeia aristotélicienne, la république des amis, est assurément plus agréable et plus confortable et plus vraie que la politeia chez Platon, entendu par république, que la république de Platon, qui est la république des camarades, on le lui a assez reproché, ou la république des compagnons. Mais il faut, et la république des amis doit d'abord vouloir l'existence en son sein de la république des compagnons. La sagesse leibnizienne sauve, mais en l'exigeant tel qu'en lui-même, l'héroïsme cartésien. Et finalement, la bénédiction et l'absolution hegelienne sauvent, mais en l'exigeant tel qu'en lui-même, le tranchant du glaive kantien. Ce message de la dernière très grande philosophie qui est, je le crois, existée, et à travers laquelle seul peut ainsi se penser radicalement notre époque, me semble particulièrement précieux pour cette époque, qui a trop perdu, et je crois qu'elle en meurt, le sens de la norme ou de la loi, c'est-à-dire du droit, comme réalisation rigoureuse, c'est-à-dire en pleine rigueur, de la liberté. Je vous remercie. Vous venez d'entendre la communication de Bernard Bourgeois intitulée « Hegel et le droit », prononcée devant les membres de l'Académie des sciences morales et politiques le 17 mars 2008. Bernard Bourgeois est membre de l'Académie des sciences morales et politiques.